Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Le président Kennedy est mort à 13 heures. Le vice-président Johnson est devenu le 36e président des États-Unis. Je n'ai tiré sur personne, monsieur. On ne m'a pas dit pourquoi je suis ici. Je suis juste un bouc émissaire. A été abattu. Lee Oswald a été abattu. Les partisans du programme d'armes nucléaires d'Israël, en fait, a été impliqué dans l'assassinat de JFK. Il n'en a qu'une seule personne au monde en qui John Kennedy avait une confiance absolue, et c'était Robert Kennedy. Évidemment, j'étais là, mais je ne me souviens de rien de tout ça. Juste après minuit, le 6 juin 1968, le sénateur Robert Kennedy, candidat à la présidence des États-Unis, a été abattu dans une arrière-salle de l'hôtel Ambassador à Los Angeles. Il venait de célébrer sa victoire aux primaires de Californie, ce qui faisait de lui le candidat démocrate le plus probable pour l'élection présidentielle. Ils ont mis en avant les miniatures sur une tension entre Ted et Franklin dans laquelle Ted avec beaucoup de gens, et c'est un sentiment que tu avais pour le film. Robert aurait probablement gagné contre le candidat républicain Richard Nixon. À l'âge de 43 ans, il serait devenu le plus jeune président américain de l'histoire, après avoir été le plus jeune procureur général. Sa mort a ouvert la voie à Richard Nixon, qui a finalement pu devenir président 8 ans après avoir été battu par John F. Kennedy. John avait été assassiné 4 ans et demi avant Robert. S'il avait survécu, il aurait probablement été président jusqu'en 1968 et son frère aurait pu lui succéder. Au lieu de cela, le vice-président de John, Lyndon Johnson, a pris la Maison-Blanche en 1963. Il est devenu si impopulaire qu'il s'est retiré en 1968. Fait intéressant, Johnson est devenu président le jour même de la mort de John et a terminé son mandat quelques mois après la mort de Robert. Il était au pouvoir au moment des 2 enquêtes. Les 2 enquêtes sont largement considérées comme des dissimulations. Dans chaque cas, la conclusion officielle est pleine de contradictions. Nous allons les résumer dans ce film, mais nous ferons plus. Nous montrerons que la clé pour résoudre les 2 affaires réside dans le lien entre elles, et nous les résoudrons au-delà de tout doute raisonnable. Étrangement, on entend rarement parler des assassinats des Kennedy au pluriel. La mort de John en 1963 et celle de Robert en 1968 sont généralement traitées comme 2 tragédies non liées plutôt que comme des meurtres en série. Lorsque les 2 meurtres sont reliés, c'est par la notion insensée d'une malédiction sur la famille Kennedy plutôt que par l'hypothèse d'un commanditaire commun. Ce thème de la malédiction des Kennedy, qui inclut l'accident d'avion qui a coûté la vie à John Kennedy Jr., est souvent associé au péché présumé du père de John et Robert, Joseph Kennedy. Une explication plus rationnelle doit prendre en compte que John et Robert étaient plus que de simples frères. Ils étaient liés par une loyauté inébranlable. Tous les biographes des Kennedy soulignent le dévouement absolu de Robert envers son frère aîné. Robert avait réussi à gérer la campagne de John pour le Sénat en 1952, puis sa campagne présidentielle en 1960. John était profondément reconnaissant pour son soutien. Une grande reconnaissance à mon frère Bobby qui a dirigé toutes nos campagnes principales et l'organisation dans chacune d'elles, comme il l'a fait dans ma campagne pour le Sénat en 1952. Et bien sûr, il a été la figure la plus essentielle. À la Maison-Blanche, John a fait de Bobby non seulement son procureur général,
mais aussi son conseiller le plus fiable, même sur des questions de politique étrangère ou militaire. Il a insisté, par exemple, pour l'avoir à ses côtés pendant toute la crise des missiles de Cuba en octobre 1962. Traditionnellement, les procureurs généraux n'ont rien à voir avec la politique étrangère, mais après la baie des cochons, John Kennedy voulait vraiment Bobby à ses côtés, l'aidant à prendre des décisions sur tout, car il n'y avait qu'une seule personne au monde en qui John Kennedy avait une confiance absolue, et c'était Robert Kennedy. La communion d'esprit entre Robert et John a frappé leurs collaborateurs. À peine l'un d'eux commençait-il une phrase et que l'autre savait ce qu'il disait. On se comprenait que c'est bien qu'il parlait en quelque sorte en sténographie. Pourtant, Robert était très différent de John. C'était un homme sincèrement religieux, dévoué à sa famille. Il s'était marié à l'âge de 24 ans, bien avant son frère aîné. Avec sa femme Ethel, également catholique fervente, il a eu 11 enfants. Ma mère et mon père partageaient la conviction que nous sommes sur Terre pour une courte période et que nous sommes en réalité des enfants de Dieu. Nous prions chaque nuit pour que John Kennedy soit le meilleur président de tous les temps et que mon père soit le meilleur procureur général de tous les temps. Ce que John appréciait le plus chez Robert, c'était son sens de la justice et l'intégrité de son jugement moral. C'est Robert, par exemple, qui a encouragé John à soutenir pleinement la cause du mouvement des droits civiques des Noirs. Nous sommes confrontés principalement à une question morale. Elle est aussi ancienne que les Écritures et aussi claire que la Constitution américaine. Le cœur de la question est de savoir si tous les Américains doivent bénéficier de droits égaux et d'opportunités égales, si nous allons traiter nos concitoyens comme nous voulons être traités. C'était probablement la première fois dans l'histoire de notre pays qu'un président américain dirait que la question des droits civiques, la question de la race, était une question morale. Et il avait l'encouragement de Robert Kennedy pour le pousser dans cette direction. Robert Kennedy apprenait, il évoluait. Il m'a dit, « John, je comprends maintenant. Les jeunes m'ont éduqué. » Et cela se voyait, cela se ressentait. Et Robert Kennedy, pendant cette période, est devenu tellement convaincu, non seulement en tant que politicien, non seulement en tant que procureur général, mais en tant qu'être humain, qu'il était temps de prendre des mesures majeures pour mettre fin à la discrimination raciale en Amérique. Robert ne possédait ni le charisme de John, ni son ambition. Après la mort de John, il sentait que le manteau de son frère, qu'il avait littéralement porté pendant son premier mois de deuil, était trop grand pour lui. Lorsqu'il a finalement décidé de se présenter à la présidence en 1968, c'était par un sentiment de destin pour reprendre le flambeau de l'héritage de son frère. Robert savait qu'il était, aux yeux de millions d'Américains, l'héritier légitime du roi assassiné, ainsi que son vengeur. Ses apparitions publiques suscitaient des manifestations d'enthousiasme jamais vues auparavant pour un candidat à la présidence, et son absence totale de souci pour sa propre sécurité ne faisait qu'accroître son prestige. Ce qui ressemblait à des coups de feu s'est avéré être des pétards chinois. Bobby a sursauté, puis a continué sa campagne. Étant donné le lien exceptionnel entre les frères Kennedy et l'unité entre leur destin présidentiel, quelles sont les chances que leurs assassinats ne soient pas liés? Le bon sens suggère qu'ils ont été tués par la même force et pour les mêmes motifs, et que Robert a été éliminé de la course présidentielle parce qu'il fallait l'empêcher d'atteindre une position où il pourrait rouvrir le dossier de la mort de son frère. Y avait-il, là, en 1968, y a-t-il une raison objective de croire qu'il avait l'intention de le faire? C'est la première question à laquelle nous devons répondre. Robert Kennedy avait-il l'intention de rouvrir l'enquête sur l'assassinat de son frère? Cette question a été positivement répondue par David Talbot dans son livre « Brothers, The Hidden History of the Kennedy Years », publié en 2007 par Simon & Schuster. Talbot montre que Robert n'avait jamais cru à la conclusion du rapport de la commission Warren, selon laquelle Lee Harvey Oswald était le seul assassin de son frère. Son fils, Robert Kennedy Jr., l'a récemment confirmé.
Sachant à quoi s'attendre de Johnson, Robert avait refusé de témoigner devant la commission Warren, mais il a été contraint de rédiger une déclaration affirmant qu'il ne connaissait, je cite, « aucune preuve crédible pour soutenir les allégations selon lesquelles l'assassinat du président Kennedy aurait été causé par une conspiration nationale ou étrangère. » Fin de citation. À ses amis proches qui lui demandaient pourquoi il ne faisait pas part de ses doutes publiquement, il disait « Je ne peux rien y faire, pas maintenant. Ça m'en doit soid. » Robert était aliéné et étroitement surveillé par le nouveau président, Lyndon Johnson, et son ami, le directeur du FBI, Edgar Hoover. Bien qu'encore officiellement procureur général, il savait qu'il était impuissant face aux forces qui avaient tué son frère. Pourtant, Robert ne perdit pas de temps pour commencer sa propre enquête. À peine une semaine après la mort de JFK, le 29 novembre, Bill Walton, un ami des Kennedy, se rendit à Moscou et transmit à Nikita Khrouchtchev, par l'intermédiaire d'un agent de confiance, un message de Robert et Jacqueline Kennedy. Selon le mémo trouvé dans les archives soviétiques dans les années 1990 par Alexander Fursenko et Timothy Naftali, Robert et Jackie voulaient informer le dirigeant soviétique qu'ils croyaient que John Kennedy avait été, je cite, « la victime d'un complot de droite, que seul RFK pouvait mettre en œuvre la vision de John Kennedy. » et que le refroidissement qui pourrait se produire dans les relations entre les États-Unis et l'Union soviétique à cause de Johnson ne durerait pas éternellement. En même temps, Robert a commencé ses propres enquêtes. Il a d'abord demandé au directeur de la CIA, John McCone, un ami de Kennedy, de découvrir si des agents voyous au sein de l'agence avaient quelque chose à voir avec le complot. Puis, en mars 1964, soupçonnant une vengeance du crime organisé, il a contacté le gangster Jimmy Hoffa, son ennemi juré qu'il avait combattu pendant 10 ans et qu'il soupçonnait d'avoir pris sa revanche sur son frère. Une rencontre en face-à-face a été organisée entre les deux hommes sur une piste d'aéroport et Robert en est sorti convaincu de l'innocence de Hoffa. Robert a également demandé à son ami, Daniel Moynihan, de rechercher toute complicité au sein des services secrets responsables de la sécurité du président. Avec la publication du rapport de la commission Warren, Robert eut la confirmation qu'il ne pouvait rien attendre de son gouvernement tant que Johnson était au pouvoir. Il savait aussi que ses propres enquêtes étaient surveillées. Il contacta un ancien officier du MI6 qu'il connaissait depuis que son père avait été ambassadeur à Londres. Cet officier britannique, à son tour, a contacté quelques amis de confiance en France. Avec le soutien tacite de Charles de Gaulle, des dispositions ont été prises pour que 2 agents des services de renseignement français mènent, sur une période de 3 ans, une enquête discrète qui a impliqué des centaines d'entretiens aux États-Unis. Leur rapport, rempli de sous-entendus sur Lyndon Johnson et les barons du pétrole texan de droite, a été remis à Bobby Kennedy seulement quelques mois avant son propre assassinat, en juin 1968. Après la mort de Bobby, le dernier frère survivant, le sénateur Ted Kennedy ne montra aucun intérêt pour le matériel. Les enquêteurs engagèrent alors un écrivain français pour éditer le matériel en un livre sous le pseudonyme de James Hepburn. Le livre a d'abord été publié en français sous le titre « L'Amérique brûle », puis en anglais sous le titre « Farewell America ». Robert Kennedy avait prévu de se présenter à la présidence américaine en 1972, mais l'escalade de la guerre du Vietnam a précipité sa décision de se présenter en 1968. Aujourd'hui, j'annonce ma candidature à la présidence des États-Unis. Un autre facteur pourrait avoir été l'ouverture de l'enquête par le procureur de la Nouvelle-Orléans, Jim Garrison, en 1967. Garrison a été autorisé à visionner le film de 8 mm d'Abraham Zapruder, confisqué par le FBI le jour de l'assassinat. Malgré des manipulations évidentes, cela montre que le tir fatal est venu de l'avant du président et donc pas depuis le dépôt de livres scolaires situé derrière lui, d'où Oswald était censé tirer. J'ai que regardé la blessure à nouveau. Je voulais savoir et me souvenir de cela pour le reste de ma vie. Et pour le reste de ma vie, je saurai toujours qu'il a été abattu de face. L'enquête de la commission Warren a conclu que les tirs venaient uniquement de derrière. Le Dr. Crenshaw dit qu'ils ont tort. La balle a frappé à peu près où et est passée à peu près où? D'ici. D'accord. Bien que le rapport officiel ait supprimé leurs témoignages, de nombreux témoins ont déclaré que des coups de feu avaient été tirés depuis derrière une clôture sur ce qui est connu comme le Grass Signal qui se trouvait à l'avant droit de la limousine au moment de la fusillade.
Pourtant qu'Audusson inquiète, la commission de Warren accarte toutes les preuves de coups de feu provenant du Grassy Knoll, mais les témoignages ceux-là. Le coup de feu est venu de derrière la clôture en bois. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Garrison affirmerait plus tard que Robert lui avait envoyé un message discret de soutien par l'intermédiaire d'un ami commun, lui faisant savoir qu'il allait, je cite, « révéler toute l'affaire au grand jour quand il sera président. Qui sait, bis fait saucer. » Robert a également confié à son ami William Atwood, alors rédacteur en chef du magazine Look, que lui aussi, comme Garrison, soupçonnait un complot, mais qu'il ne pouvait rien faire tant qu'il n'aurait pas le contrôle de la Maison-Blanche. En conclusion, il ne fait guère de doute que s'il avait été élu président, Robert Kennedy aurait fait tout son possible pour rouvrir l'affaire de l'assassinat de son frère d'une manière ou d'une autre. Cela n'a certainement pas échappé au meurtrier de John. Il n'avait pas d'autre choix que de l'arrêter. Cette première conclusion est une raison suffisante pour mener une analyse comparative des deux assassinats des Kennedy à la recherche de quelques indices convergents qui pourraient nous mener sur la piste d'un cerveau commun. Commençons par l'assassinat de Robert et concentrons-nous d'abord sur le profil très particulier de son présumé assassin. Quelques heures seulement après l'assassinat de Robert, la presse a pu informer le peuple américain non seulement de l'identité de l'assassin, mais aussi de son motif et même de sa biographie détaillée. Sirhan Bishara Sirhan, âgé de 24 ans, est né en Jordanie et avait déménagé aux États-Unis lorsque sa famille avait été expulsée de Jérusalem-Ouest en 1948. Après la fusillade, un article de journal a été trouvé dans la poche de Sirhan, citant une déclaration favorable faite par Robert Kennedy concernant la vente d'avions militaires à Israël. Des notes manuscrites de Sirhan trouvées dans un carnet chez lui ont confirmé que son acte avait été prémédité et motivé par sa haine d'Israël. Cela est devenu le récit des médias grand public dès le premier jour. Jerry Cohen du Los Angeles Times a écrit un article en première page disant que Sirhan est, je cite, un jeune homme avec une haine suprême pour l'État d'Israël. Cohen déduit que le sénateur Kennedy est devenu une personnification de cette haine en raison de ses récentes déclarations pro-israéliennes. Cohen a en outre affirmé avoir appris du maire de Los Angeles, Samuel Yorty, qu'environ 3 semaines avant de tirer sur Robert Kennedy, Sirhan avait écrit une note pour lui-même disant « Kennedy doit être assassiné avant le 5 juin 1968, c'est-à-dire le premier anniversaire de la guerre des 6 jours, au cours de laquelle Israël a humilié 3 voisins arabes, l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. » Après le 11 septembre 2001, les Américains ont été rappelés de Sirhan comme un précurseur du terrorisme islamique sur le sol américain, et son acte a été intégré dans la mythologie et la propagande de la guerre contre le terrorisme. Dans un livre intitulé The Forgotten Terrorist, Mel Hayton, qui se spécialise dans la démystification des théories du complot, prétend présenter, je cite, une abondance de preuves sur le nationalisme palestinien fanatique de Sirhan et démontrer que Sirhan était un assassin solitaire dont l'acte motivé politiquement était un précurseur du terrorisme actuel. Fin de citation. En 2008, à l'occasion du 40e anniversaire du meurtre de Bobby, le Jewish Daily Forward a écrit « Robert Kennedy a été la première victime américaine du terrorisme arabe moderne. On ne peut s'empêcher de noter le parallèle entre l'assassinat de Kennedy et les attaques terroristes du 11 septembre 2001. Dans les deux cas tragiques, le fanatisme arabe a montré son visage hideux sur le sol américain, changeant irrévocablement le cours des événements dans ce pays. » Fin de citation. Écrivant pour The Boston Globe, Sasha Eisenberg a rappelé que la mort de Robert Kennedy était, je cite, un premier aperçu de la violence politique au Moyen-Orient. Il cite le professeur de Harvard, Alan Dershowitz, disant que cela a été perçu comme un acte de violence motivé par la haine d'Israël et de quiconque soutenait Israël. C'était, à certains égards, le début du terrorisme islamique en Amérique. C'était le premier coup. Fin de citation. Le fait que Sirhan venait d'une famille chrétienne a échappé à Dershowitz. Le Jewish Forward a pris soin de le mentionner, seulement pour ajouter que le fanatisme islamique coulait de toute façon dans ses veines. Citation. Mais ce qu'il partageait avec ses cousins musulmans, les auteurs du 11 septembre, était une haine viscérale et irrationnelle d'Israël. Il y a quelque chose de suspect dans cette insistance à faire de l'assassinat de Robert Kennedy un crime contre Israël.
Mais prenons pour le moment ces déclarations au sérieux et essayons de comprendre quel type de terroriste palestinien antisioniste était Seyran Sirhan. En étudiant son cas de plus près, nous pouvons peut-être apprendre quelque chose sur la nature même du terrorisme arabe qui est désormais devenu un leitmotiv familier du récit dominant dans notre monde post-11 septembre. La première question est, Sirhan a-t-il vraiment tué Robert Kennedy? Les preuves balistiques et médico-légales montrent qu'en fait, aucune des balles de Sirhan n'a touché Kennedy. Selon le rapport d'autopsie du médecin légiste en chef, le docteur Thomas Noguchi, qui le confirme dans ses mémoires, Robert Kennedy a été touché par 3 balles, tandis qu'une 4e a traversé son manteau. Toutes ces balles ont été tirées depuis l'arrière de Kennedy, 2 d'entre elles sous son aisselle droite, suivant un angle ascendant, et la 3e, la balle fatale, derrière son oreille droite à bout portant. Une blessure par balle a été trouvée derrière l'oreille droite et il y avait une abondance de dépôts de poudre sur le bord de l'oreille droite. Et après avoir testé l'arme similaire, nous sommes arrivés à la conclusion que la distance de la bouche serait d'environ 1 pouce de la droite. Bord de l'oreille et pas plus de 3 pouces. Pourtant, les témoignages sous serment de 12 témoins ont établi que Robert n'avait jamais tourné le dos à Sirhan et que Sirhan se trouvait à une distance de 5 à 6 pieds de sa cible lorsqu'il a tiré. De plus, Sirhan a été physiquement maîtrisé par Carl Hooker après son 2e tir et bien qu'il ait continué à appuyer mécaniquement sur la détente, son revolver n'était alors pas dirigé vers Kennedy. En comptabilisant tous les impacts de balles dans le garde-manger et ceux qui ont blessé 5 personnes autour de Kennedy, on peut établir qu'au moins 12 balles ont été tirées, alors que le pistolet de Sirhan ne contenait que 8 balles. Enfin, une analyse informatique des enregistrements audio pendant la fusillade réalisée par l'ingénieur Philippe Van Praag en 2008 confirme que 2 armes à feu sont entendues. 13 détonations sur un peu plus de 5 secondes. Il y a 2 coups de feu, puis une pause d'environ 1 seconde et un tiers, suivi d'une rafale de tirs successifs. Le point principal que les gens doivent se rappeler est que la capacité du pistolet de Sirhan était de 8 coups. Il n'a pas eu le temps de recharger. Donc, tout ce qui dépasse 8 coups prouve qu'il devait y avoir un 2e pistolet tirant dans ce garde-manger de cuisine. Point. Nous avons des preuves solides basées sur cet enregistrement audio de 13 coups de feu, 2 doubles coups, la marque et le modèle de l'arme et la direction de ces tirs dans le dos de Robert Kennedy. Toutes ces preuves a été rassemblée par l'avocat William Pepper dans un dossier de 58 pages soumis en 2011 à la Cour de Californie avec une demande de réouverture du dossier de Sirhan. Bob a été touché par 4 balles ont été tirées sur lui par derrière. Depuis l'arrière maintenant. 2 ont traversé, un à travers la protection d'épaule et un dans la cavité thoracique qui s'est logé dans un carreau de plafond qui était en fait derrière Sirhan, là où Sirhan se tenait. Donc le sénateur, les tirs du sénateur venaient de derrière et la trajectoire des balles était légèrement ascendante. Donc c'est là que l'assassin tirait et c'est là qu'il se tenait, derrière le sénateur. Et nous avons une idée de qui était cette personne, mais il faut encore beaucoup plus d'investigation et de travail de preuve. Si Sirhan n'a pas tué Robert Kennedy, alors qui l'a fait? La présence d'un 2e tireur a été indiquée par plusieurs témoins et rapportée le même jour par quelques médias. Concernant les agresseurs, ici à Paris, d'après les informations que nous transmettent les agences de presse, on dit qu'il y en aurait 2.
Il y a de fortes suspicions que le deuxième tireur était Thane Eugene César, un agent de sécurité engagé pour la soirée par l'Hôtel Ambassador, propriété de Mayer Shine. César était coincé derrière Kennedy au moment de la fusillade. Plusieurs témoins l'ont vu dégainer son pistolet et l'un d'eux, Don Schulman, l'a formellement vu tirer. Alors que nous étions lentement poussés en avant, un autre homme est sorti et il a tiré. Juste à ce moment-là, le garde qui se tenait derrière Kennedy a sorti son arme et il a tiré aussi. La prochaine chose que j'ai su, c'est que Kennedy a été touché 3 fois. Alors, à quelle distance se trouvait Sirhan, du sénateur Kennedy à ce moment-là? Je dirais approximativement de 3 à 6 pieds. Où se trouvait ce garde qui tirait avec son arme? Il se tenait directement sur le côté et derrière Kennedy. De quel côté? Il se tenait du côté droit. Un tueur à gages ne pouvait pas trouver une position plus efficace et dissimulée pour accomplir son acte. D'abord, une ouverture claire pour tirer sur le cœur, avec peu de chances d'être vu par des témoins situés soit devant, soit derrière la victime. Puis une autre occasion pour un coup de grâce dissimulé à l'arrière de la tête, alors que la victime s'effondre au sol. Incroyablement, l'arme de César n'a jamais été examinée et il n'a jamais été interrogé, même s'il ne cachait pas sa haine pour les Kennedy. Il a dit à la police qu'il avait vendu son 22 3 mois avant l'assassinat. Un reçu prouve qu'il a été vendu après l'assassinat. La personne qui a rédigé ce reçu a confirmé que César lui avait dit au moment de la vente « Faites attention à cette arme, elle a été impliquée dans une fusillade avec la police ». Il était le premier suspect évident. La police l'a écarté et ne l'a jamais enquêté davantage. Même si nous supposons que Sirhan était l'assassin de Robert Kennedy, un autre aspect de l'affaire soulève des questions. Selon plusieurs témoins, Sirhan semblait être dans un état de transe pendant la fusillade et dans un état de désorientation juste après. Plus important encore, Sirhan a toujours affirmé qu'il n'avait aucun souvenir de son acte, même si, sur la suggestion de son avocat, il a admis l'avoir fait. Pour cela, il a été condamné à la peine de mort. Mais la peine de mort a été abolie en Californie peu après et sa peine a été commuée en réclusion à perpétuité. 50 ans après les faits, Sirhan continue de prétendre. En fait, cependant, je n'ai non seulement jamais pu me souvenir de ce qui s'est passé à cet endroit à ce moment-là, mais je n'ai pas pu me souvenir de nombreuses choses et incidents qui ont eu lieu dans les semaines précédant la fusillade. Que vous souvenez-vous de la fusillade, si vous êtes prêt à en parler? Évidemment, j'étais là, mais je ne me souviens pas du moment exact. Je ne me souviens pas d'avoir sorti mon arme de mon corps ou de l'endroit où elle se trouvait, et je ne me souviens pas d'avoir visé un être humain. Je ne me souviens de rien de tout cela. Depuis 1968, plusieurs analyses psychiatriques, y compris des tests au détecteur de mensonges, ont confirmé que l'amnésie de Sirhan n'est pas simulée. Par conséquent, des experts en hypnose et manipulation mentale pensent que Sirhan a été soumis à un programme hypnotique. Il était évident qu'il avait été programmé pour tuer Robert Kennedy et programmé pour oublier qu'il avait été programmé. Cette hypothèse est cohérente avec certaines lignes répétitives écrites dans un carnet trouvé dans la chambre de Sirhan qui rappellent l'écriture automatique. En 2008, le professeur de l'université Harvard, Daniel Brown, un expert reconnu en hypnose et en perte de mémoire due au traumatisme, a interviewé Sirhan pendant un total de 60 heures et a conclu que Sirhan, qui appartient à la catégorie des personnes hautement hypnotisables, a agi involontairement sous l'effet de la suggestion hypnotique. Son action de tirer avec l'arme n'était ni sous son contrôle volontaire, ni faite avec une connaissance consciente, mais est probablement le produit d'un comportement hypnotique automatique et d'un contrôle coercitif. Fin de citation. Pendant ses séances avec le Dr Brown, Sirhan se souvenait avoir été accompagné par une femme attirante avant de se retrouver soudainement dans un stand de tir avec une arme qu'il ne connaissait pas. Selon le rapport de Brown, je cite, « Sirhan a réagi à un signal hypnotique spécifique donné par cette femme pour entrer en mode de tir, durant lequel Sirhan a réagi automatiquement et involontairement avec un flashback où il tirait sur un stand de tir sur des cibles circulaires. » Fin de citation.
1 mois après que Sheeran se soit rappelé ces détails, l'avocat William Pepper a pu prouver que quelques jours avant l'assassinat, Sheeran avait visité un stand de tir accompagné d'un instructeur inconnu et avait signé le registre. Avec l'aide du professeur Brown, Sheeran a également pu se souvenir que son instructeur avait une moustache tombante, ce qui correspond à la description du célèbre hypnotiseur William Joseph Bryan Jr., que d'autres preuves incriminent également. Bryan ne cache pas avoir travaillé pour l'armée de l'air dans la section de lavage de cerveau. Sa plus grande renommée était d'avoir exposé par hypnose l'étrangleur de Boston, Albert DeSalvo, qui a ensuite avoué le crime. Bryan s'en vantait souvent. C'est significatif parce que dans le carnet trouvé chez Sheeran, que Sheeran a reconnu être de son écriture, mais dont il ne se souvient pas avoir écrit, nous trouvons ceci. « Dieu aide-moi, s'il te plaît aide-moi, Salvo, D de Salvo, de Salvo ». On suppose qu'il a entendu le nom sous hypnose. Vous devez avoir la personne enfermée physiquement pour avoir le contrôle sur elle et vous devez utiliser une certaine quantité de torture physique et il y a aussi l'utilisation de suggestions hypnotiques à long terme, probablement des drogues et ainsi de suite. Dans ces situations où vous avez tout cela à votre avantage, comme le camp de prisonniers, oui, vous pouvez laver le cerveau d'une personne pour qu'elle fasse à peu près n'importe quoi. Ce dont je parle, ce sont les innombrables cas auxquels nous avons été confrontés lorsque je dirigeais les programmes de lavage de cerveau et d'anti-lavage de cerveau du pays. Nous savons que dans les années 1960, les agences militaires américaines expérimentaient le contrôle mental. Dr. Sidney Gottlieb, fils de juif hongrois, a dirigé le tristement célèbre projet MKUltra de la CIA qui, entre autres, cherchait à répondre à des questions comme « Peut-on forcer une personne sous hypnose à commettre un meurtre ?» Selon un document déclassifié daté de mai 1951, nous savons également que Sheeran assistait à des réunions de cercles occultistes pratiquant des expériences mentales et cela a pu créer des opportunités pour le soumettre à un programme hypnotique. Le journaliste israélien Ronen Bergman a récemment révélé qu'en mai 1968, le mois précédant l'assassinat de Robert Kennedy, l'Aman, le renseignement militaire israélien, prévoyait d'assassiner Yasser Arafat en programmant hypnotiquement un Palestinien. L'idée a été proposée par un psychologue de la marine nommé Benjamin Shalit qui a affirmé que, je cite, « Si on lui donnait un prisonnier palestinien, l'un des milliers dans les prisons israéliennes, avec les bonnes caractéristiques, il pourrait le laver le cerveau et l'hypnotiser pour en faire un tueur programmé. » Il serait ensuite envoyé de l'autre côté du Jourdain, rejoindrait le Fatah là-bas et lorsque l'occasion se présenterait, éliminerait Arafat. Fin de citation. La proposition a été approuvée. Shalit a sélectionné un Palestinien de 28 ans de Bethléem, qu'il jugeait facilement influençable. L'opération a échoué, mais elle a prouvé qu'en 1968, précisément, Israël expérimentait des méthodes d'assassinat identiques à celles utilisées contre Robert Kennedy. Dans l'hypothèse que Sheeran a été manipulé, la question est « Pourquoi lui ? Qui ?» Qui avait intérêt à faire croire que Robert a été tué par un Palestinien fanatique motivé par la haine d'Israël? Israël, bien sûr. Mais alors nous sommes confrontés à un dilemme, car pourquoi Israël tuerait-il Robert Kennedy si Robert Kennedy soutenait Israël? Cela exclurait logiquement Israël de la liste des suspects. Le dilemme repose sur une hypothèse trompeuse, qui fait partie de la tromperie. En réalité, Robert Kennedy n'était pas pro-Israël, il était simplement en campagne électorale. Comme tout le monde le sait, quelques bons vœux et promesses vides à Israël sont un rituel incontournable dans de telles circonstances. Les déclarations de Robert n'ont pas dépassé les exigences minimales. Il est affirmé que Sheeran avait dans sa poche un extrait de journal de l'édition du 27 mai de l'Independent Star News de Pasadena mentionnant que Robert Kennedy avait déclaré dans une synagogue de l'Oregon, je cite, « Les États-Unis devraient, sans délai, vendre à Israël les 50 avions Phantom qui lui ont été promis depuis si longtemps. » Fin de citation. Mais l'auteur de cet article, David Lawrence, a souligné combien peu de crédit devrait être accordé aux promesses électorales de Robert.
Son article, intitulé « Bob paradoxal », commençait ainsi. « Les candidats à la présidence cherchent à obtenir des voix et certains d'entre eux ne réalisent pas leurs propres incohérences. Tout bien considéré, il n'y a aucune raison de croire que Robert Kennedy aurait été, en tant que président des États-Unis, particulièrement amical envers Israël. » La famille Kennedy, fièrement irlandaise et catholique, n'était pas connue pour être très appréciative des Juifs. Joe Kennedy avait été notoirement critique de l'influence juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'il était ambassadeur à Londres de 1938 à 1940, il avait soutenu la politique d'apaisement du premier ministre britannique Neville Chamberlain envers Hitler. Lorsque Roosevelt était sur le point d'entrer en guerre, il avait démissionné et déclaré qu'il avait l'intention, je cite, « de consacrer mes efforts à ce qui me semble être la plus grande cause au monde aujourd'hui, aider le président à maintenir les États-Unis hors de la guerre ». Fin de citation. Pendant la campagne présidentielle de John, le parti de Menahem Begin et Ruth s'est demandé publiquement si le père, Joe Kennedy, je cite, n'avait pas injecté quelques gouttes de poison antisémite dans l'esprit de ses enfants. Fin de citation. Dans son livre lauréat du prix Pulitzer, Profiles in Courage, publié en 1956, Kennedy avait déclaré son admiration pour le sénateur Robert Taft, qui, en qualifiant les procès militaires de Nuremberg de 1946 de parodie honteuse de la justice, avait sacrifié son avenir politique. Nous parlerons plus tard de la relation tendue de John Kennedy avec l'État d'Israël. Quant à son frère, il n'avait pas été, dans le gouvernement de son frère, un procureur général particulièrement pro-Israël. Il avait exaspéré les dirigeants sionistes en soutenant une enquête menée par le sénateur William Philbright du Comité des relations étrangères du Sénat visant à enregistrer le Conseil sioniste américain en tant qu'agent étranger soumis aux obligations définies par le Foreign Agents Registration Act de 1938, ce qui aurait considérablement entravé son efficacité. Après l'assassinat de John Kennedy, le Conseil sioniste américain a échappé à cette procédure et sa division de lobbying, le Comité des affaires publiques américano-israélien, AIPAC, est devenu le lobby le plus puissant des États-Unis et un instrument indispensable pour la corruption et l'intimidation des élus américains et pour le contrôle de la politique étrangère américaine. C'est Nicholas Katzenbach que Johnson a placé à la tête du département de la justice pour remplacer Robert Kennedy, qui a enterré l'affaire contre le Conseil sioniste américain. Katzenbach est également connu pour avoir fortement recommandé au nouveau président, Lyndon Johnson, une commission d'enquête pour établir dès que possible qu'Oswald était le seul assassin de Kennedy. En conclusion, c'est seulement par une hypocrisie scandaleuse que le Jewish Daily Forward a pu écrire le 6 juin 2008, je cite, « En se souvenant de Bobby Kennedy, souvenons-nous non seulement de ce pourquoi il a vécu, mais aussi de ce pourquoi il est mort, à savoir la nature précieuse de la relation américano-israélienne. » Fin de citation. La mort de Robert Kennedy n'avait pas été une mauvaise chose pour la relation américano-israélienne. En tant que président des États-Unis, Robert aurait-il sauvé Israël du désastre en 1973, comme Nixon et Kissinger, en lui fournissant un soutien militaire illimité contre l'Égypte? C'est peu probable. En revanche, Robert Kennedy a été une grande perte pour le monde arabe, tout comme son frère John avant lui. Bien sûr, le fait que les médias sionistes aient menti en accordant à Robert Kennedy une sorte de certificat posthume de bonne volonté envers Israël et aient ainsi fourni à Israël une sorte de faux alibi n'est pas une raison suffisante pour accuser Israël d'avoir assassiné Robert. Même le fait que les cerveaux du complot ont choisi comme instrument programmé un Palestinien anti-sioniste et ont ainsi suscité un fort sentiment anti-palestinien parmi les Américains tout en se débarrassant de Robert, cela ne prouve pas qu'Israël était impliqué. Ce qui manque pour une présomption sérieuse, c'est un motif plausible. Et le motif de l'assassinat de Robert, comme nous l'avons dit auparavant, doit être trouvé non pas dans ce que Robert déclarait publiquement pendant sa campagne, mais plutôt dans ce qu'il confiait uniquement à ses amis proches, son intention de rouvrir l'enquête sur la mort de son frère. Qu'aurait révélé une enquête impartiale menée sous la supervision de Robert à la Maison-Blanche? C'est ce que nous devons maintenant déterminer. Il est évident pour toute personne même vaguement informée qu'une véritable enquête prouverait qu'Oswald n'était que l'instrument involontaire des comploteurs, un bouc émissaire préparé à l'avance pour être accusé du crime puis éliminé sans procès.
Nous n'examinerons pas ici les preuves qui contredisent la thèse officielle du tireur isolé. Elles peuvent être trouvées dans de nombreux autres livres et films. Tout aussi notoire est la théorie selon laquelle le complot pour tuer Kennedy proviendrait de la CIA, ou plutôt d'un réseau secret au sein de la CIA en collusion avec des éléments extrémistes du Pentagone. Cette thèse est la plus répandue parmi les théories du complot trouvées dans les livres, articles et films produits depuis 50 ans, depuis l'assassinat de Kennedy. Plutôt que d'examiner un par un tous les arguments de cette théorie, nous allons ici retracer son origine. Si la piste de la CIA est un chemin si bien emprunté parmi les chercheurs de Kennedy, c'est parce qu'il a été tracé et marqué par les médias grand public eux-mêmes, ainsi que par Hollywood. Et cela a commencé même avant l'assassinat, le 2 octobre 1963, avec un article dans le Washington Daily News, repris par le correspondant en chef à Washington du New York Times, Arthur Kroc. L'article dénonçait la soif de pouvoir sans retenue de la CIA et citait un très haut responsable anonyme qui affirmait, je cite, « Même la Maison-Blanche ne pouvait plus la contrôler et que, si les États-Unis subissent un jour une tentative de coup d'État pour renverser le gouvernement, elle viendra de la CIA et non du Pentagone. » Fin de citation. Sans le dire, Kroc laissait ses lecteurs croire que le très haut fonctionnaire qu'il citait n'était autre que le président lui-même, qui envoyait un message au public via la presse. De cette manière, le New York Times plantait un signe 1 mois et demi avant l'assassinat de Dallas, désignant la CIA comme l'instigateur le plus probable du coup d'État à venir. Le panneau disait « Le président va être victime d'un coup d'État et cela viendra de la CIA ». Dans les années 1970, les médias grand public et les maisons d'édition ont de nouveau joué un rôle majeur en orientant les théoriciens du complot vers la piste de la CIA tout en évitant toute allusion à une implication israélienne. Un contributeur majeur à cet effort était l'israélo-américain Alan Weberman, un proche associé de l'Organisation de défense juive, avec son livre de 1975 « Coup d'État in America, The CIA and the Assassination of John F. Kennedy », coécrit avec Michael Canfield. Weberman a souligné l'aide de Richard Pearl dans son enquête. Ce livre a contribué à l'élan qui a conduit le comité spécial de la Chambre sur les assassinats à réexaminer en 1976 les meurtres de JFK et du docteur Martin Luther King avec un accent particulier sur la CIA et le crime organisé. C'est également dans ce contexte que le journaliste de Newsweek, Edward G. Epstein, a publié une interview de George de Mohrenschildt, un géologue russe et consultant pour des pétroliers texans, qui s'était lié d'amitié avec Oswald et sa femme russe à Dallas en 1962. De Mohrenschildt a admis qu'Oswald lui avait été présenté à l'instigation d'un agent de la CIA. Le problème est que de Mohrenschildt n'était pas en mesure de confirmer ou de nier les propos qu'Epstein lui attribuait. Il a été retrouvé mort quelques heures après avoir donné l'interview. La mort de Mohrenschildt a été jugée comme un suicide. Le rapport du shérif mentionne que, durant son dernier mois, il s'est plaint que, je cite, « les Juifs et la mafia juive voulaient l'avoir ». Inutile de dire qu'Epstein n'a rien mentionné à ce sujet. Nous devrions également mentionner l'auteur Mark Levin de son vrai nom. Il a été le premier à incriminer directement le FBI et la CIA dans ses articles, puis dans un livre de 1966, Rush to Judgment, qui a reçu une attention considérable. Pour toute la couverture médiatique, Blaine était catégorique sur le fait que la CIA était coupable dans son dernier livre, publié en 2011, Dernier mot, mon acte d'accusation de la CIA dans le meurtre de JFK. Que des agents israéliens aient joué un rôle clé dans la diffusion de théories du complot visant la CIA est devenu évident avec le film JFK d'Oliver Stone, sorti en 1991 avec Kevin Costner dans le rôle du procureur Jim Garrison. Ce film qui a secoué l'opinion publique au point de motiver le président John F. Loi sur la collecte des dossiers de l'assassinat de Kennedy de 1992 a été produite par Arnon Milchan, décrit dans une biographie de 2011 comme étant, depuis sa jeunesse, je cite, « l'un des agents secrets les plus importants que le renseignement israélien ait jamais déployé ». Milchan travaillait en particulier pour renforcer le programme nucléaire d'Israël. En 2013, Milchan a révélé publiquement son activité prolongée en tant qu'agent secret d'Israël. Il n'est donc pas surprenant que le film de Stone ne donne aucun indice de la connexion avec le Mossad sur laquelle Garrison était tombé.
Tous ces exemples démontrent que les accusations contre la CIA ont fait l'objet d'un investissement considérable par d'autres qui sont principalement juifs et ont bénéficié d'une caisse de résonance efficace dans la presse grand public. L'industrie des nouvelles et du divertissement grand public s'est engagée dans la duplicité. Tout en défendant ostensiblement la théorie officielle du tireur isolé à la une, ils ont dirigé l'examen sceptique vers la CIA. C'est une stratégie typique d'Israël, occupant le terrain de la protestation et créant un débat biaisé, excluant toute référence à Israël. La contradiction de la thèse officielle est maintenue en se concentrant sur la CIA, le complexe militaro-industriel ou toute autre organisation 100% américaine par une élite de militants dont la motivation principale est la préservation de l'intérêt de la communauté juive. En fait, la théorie du complot de la CIA souffre d'une contradiction paralysante. Selon elle, le but de tuer Kennedy était de créer un prétexte pour envahir Cuba, ce que Kennedy avait toujours refusé de faire. Avec Oswald préparé comme un communiste pro-Castro, la fusillade de Dallas a été mise en scène comme une attaque sous faux drapeau à imputer à Cuba, selon la théorie de la CIA. Mais alors, pourquoi aucune invasion de Cuba n'a-t-elle suivi l'assassinat de Kennedy? C'est parce que Johnson, nous dit-on, a contrecarré le but ultime du complot de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Cela revient à ignorer l'énorme quantité de preuves accumulées contre Johnson. En fait, je pense que la thèse de la CIA a été initialement avancée pour contrer la thèse plus naturelle et plus populaire d'une conspiration dirigée par Johnson avec la complicité de Hoover. Une autre faiblesse de la théorie de la CIA est le fait que les chercheurs suivant cette piste semblent incapables de s'accorder sur l'instigateur du complot. En fait, l'un des noms qui revient le plus souvent est celui de James Jesus Angleton, le chef du contre-espionnage au sein de la CIA. Le professeur John Newman écrit à son sujet dans Oswald et la CIA, je cite, « Personne d'autre dans l'agence n'avait l'accès, l'autorité et l'esprit diaboliquement ingénieux pour gérer ce complot sophistiqué. » Mais en fait, Angleton était aussi le contact du Mossad pour la CIA en tant que chef du bureau israélien de la CIA et il est largement reconnu comme ayant été une taupe israélienne. Un de ses biographes, Tom Mangold, déclare « Les amis professionnels les plus proches d'Angleton à l'étranger venaient du Mossad et il était tenu en immense estime par ses collègues israéliens et par l'État d'Israël qui devait lui décerner de profonds honneurs après sa mort. » De plus, il a été révélé par le journaliste George Trento du Sunday News Journal que c'était Angleton lui-même qui, dans les années 70, a joué un rôle clé dans la surveillance de la CIA. Scrutiné en divulguant à la presse une note secrète qu'il avait lui-même écrite sur la présence embarrassante de l'agent de la CIA Owen Hunt à Dallas le 22 novembre 1963. Par un étrange paradoxe, les auteurs qui défendent la thèse conventionnelle d'une conspiration de la CIA fondent leur argumentation sur la biographie d'Oswald, tout en affirmant qu'Oswald n'avait presque rien à voir avec le meurtre. C'est à peu près aussi utile que de scruter la biographie d'Oussama Ben Laden pour résoudre le 11 septembre. Si Oswald n'était qu'un bouc émissaire comme il l'affirmait, la quête des véritables coupables doit logiquement commencer par enquêter sur l'homme qui a tiré sur Oswald 2 jours après son arrestation au poste de police de Dallas, empêchant ainsi un jugement qui aurait révélé la faiblesse de l'accusation contre Oswald. L'assassin d'Oswald est connu sous le nom de Jack Ruby, mais peu de gens savent que son vrai nom était Jacob Leon Rubenstein, qu'il était le fils d'immigrants juifs polonais et qu'il avait expliqué à la commission Warren sa présence dans le poste de police en tant que traducteur yiddish pour des journalistes israéliens. Originaire de Chicago, Ruby faisait partie du milieu juif, connu sous le nom de Connexion Yiddish. Son mentor était le gangster de Los Angeles Mickey Cohen, qu'il connaissait et admirait depuis 1946. Cohen était le successeur du célèbre Benjamin Siegelbaum, connu sous le nom de Bugsy, l'un des chefs de Murder Incorporated, le syndicat du crime le plus brutal aux États-Unis. Mickey Cohen était en contact avec Menahem Begin, l'ancien chef de l'Irgun, un spécialiste du terrorisme sous fausse bannière.
Cohen était passionné par la cause sioniste, comme il l'explique dans ses mémoires. Citation. « Maintenant, je me suis tellement engrossé d'Israël que j'ai en fait mis de côté beaucoup de mes activités et n'ai rien fait d'autre que ce qui était impliqué dans cette guerre de l'Irgun. » Fin de citation. Nous savons également que Ruby a téléphoné à Al Gruber, un associé de Mickey Cohen, juste après l'arrestation d'Oswald. Très probablement, c'est à ce moment-là qu'il a reçu une offre qu'il ne pouvait pas refuser pour des raisons possiblement liées à sa lourde dette. Ruby est mort d'un cancer qui s'est propagé rapidement en 1967, donc il n'aurait pas été présent pour un nouveau procès sous la présidence de Robert Kennedy. Pourtant, ses liens avec l'Irgun et certaines de ses déclarations enregistrées étaient très troublants. L'avocat de la défense de Ruby, William Kunstler, a écrit dans ses mémoires que Ruby lui avait dit qu'il avait tué Oswald, je cite, « pour les Juifs », et le rabbin de Ruby, Hillel Silverman, a reçu la même confession lors de sa visite à Ruby en prison. Ruby n'est qu'un maillon intermédiaire dans une conspiration qui commence avec l'embuscade de Dallas, s'étend à la dissimulation de la commission Warren et implique un pacte de silence avec les directions des grands médias. À chaque niveau de la conspiration, nous trouvons les empreintes de l'État profond israélien. Commençons par l'embuscade de Dallas. Le voyage de JFK à Dallas n'avait aucun caractère officiel et était parrainé par un puissant groupe d'affaires connu sous le nom de Dallas Citizens Council. Kennedy se rendait à la réception organisée en son honneur lorsqu'il a été abattu. Le Dallas Citizens Council était un groupe puissant, dominé par des hommes d'affaires juifs, comme le riche Julius Sheps, décrit par Brian Edward Stone dans The Chosen Folks, Jews on the Frontiers of Texas, comme, je cite, un membre de chaque synagogue de la ville et leader de facto de la communauté juive. Fin de citation. Abraham Zapruder, l'homme qui a filmé l'assassinat de John Kennedy et vendu son film pour $150 000 au magazine Life, était également membre du Dallas Citizens Council. Il était un fabricant de vêtements dont le siège se trouvait dans le bâtiment Dallas Textile ou Daltex, où se trouvait l'un des nids de tireurs, selon les chercheurs de JFK qui ont étudié les trajectoires de tir. Interviewé le même jour à la télévision, Zapruder ne pouvait pas cacher sa satisfaction. Le comité d'accueil invitant Kennedy était présidé par une autre figure influente de la riche communauté juive de Dallas, le publicitaire et homme de relations publiques Sam Bloom. Selon l'ancien officier du renseignement britannique, le colonel John Hugh Wilson, c'est Bloom qui, je cite, a suggéré que la police rende Oswald accessible à la presse. Il a également suggéré, contre l'avis explicite du FBI local, de déplacer le prétendu assassin du poste de police de Dallas à la prison du comté de Dallas afin de donner aux journalistes une bonne histoire et des photos. Fin de citation. C'est lors de ce transfert qu'Oswald a été abattu par Ruby. Hugh Wilson écrit également « Lorsque la police a plus tard fouillé la maison de Ruby, ils ont trouvé un bout de papier avec le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de Bloom dessus. » Après la tragédie de Dallas, les Sayanim d'Israël étaient également occupés à fabriquer le mensonge officiel. À part le président, Earl Warren, choisi pour son rôle figuratif de juge en chef, toutes les personnes clés de la commission d'enquête étaient soit des ennemis personnels de Kennedy, comme Allen Dulles, le directeur de la CIA renvoyé par Kennedy en 1961, ou sionistes ardents comme Arlen Specter, qui, à sa mort en 2012, a été pleuré par le gouvernement israélien comme, je cite, « un défenseur inébranlable de l'État juif ». Fin de citation. Arlen Specter était l'inventeur de ce qui est devenu connu sous le nom de théorie de la balle magique. Une seule balle censée avoir causé 7 blessures à John Kennedy et John Connolly assis devant lui dans une limousine et retrouvés plus tard en parfait état sur un brancard à l'hôpital Parkland Memorial à Dallas. En conclusion, à chaque étape du complot, nous trouvons une cabale sioniste, incluant des hommes d'affaires, des politiciens et des gangsters, sans oublier les dirigeants des médias, tous dévoués à Israël. Le motif le plus plausible pour qu'Israël tue Kennedy a été révélé par 2 livres dans les années 1990, The Samson Option par Seymour Hersh, puis Israel and the Bomb par Avner Cohen. Et la piste a été suivie en 2007 par Michael Karpin dans The Bomb in the Basement.
Ce que ces enquêteurs révèlent, c'est que John Kennedy, informé par la CIA en 1960 qu'Israël développait ses propres armes nucléaires dans le complexe de Dimona dans le désert du Negev, était fermement déterminé à forcer Israël à y renoncer et s'est engagé dans un bras de fer avec David Ben-Gurion, qui était à la fois Premier ministre et ministre de la Défense d'Israël. Ben-Gurion était convaincu qu'en essayant d'empêcher Israël d'acquérir la bombe, Kennedy mettait en danger la survie même de l'État juif auquel il avait consacré toute sa vie. Ben-Gurion a écrit dans l'une de ses dernières lettres à JFK « Monsieur le Président, mon peuple a le droit d'exister et cette existence est en danger. » Kennedy, cependant, est resté inflexible. Dans une lettre datée du 15 juin 1963, il a exigé une première visite immédiate suivi de visites régulières tous les 6 mois. Sinon, écrivait-il, l'engagement et le soutien de ce gouvernement envers Israël pourraient être sérieusement compromis. Le résultat fut inattendu. Ben-Gurion évita de recevoir la lettre en annonçant sa démission le 16 juin. Dès que le nouveau Premier ministre, Levi Eshkol, a pris ses fonctions, Kennedy lui a envoyé une lettre similaire datée du 5 juin 1963, mais n'a jamais reçu de réponse. Ben-Gurion a-t-il démissionné pour traiter avec Kennedy à un niveau plus profond? Ce n'est pas invraisemblable, car 11 jours après sa démission, Ben-Gurion était plus déterminé que jamais à fournir à Israël l'arme nucléaire. Il a dit dans un discours « Je ne connais aucune autre nation dont les voisins déclarent vouloir la détruire, et non seulement le déclarent, mais s'y préparent par tous les moyens à leur disposition. » Nos chiffres sont petits et il n'y a aucune chance que nous puissions nous comparer aux 180 millions de l'Amérique ou à n'importe quel État arabe voisin. Il y a cependant une chose dans laquelle nous ne sommes inférieurs à aucun autre peuple dans le monde. C'est le cerveau juif et le cerveau juif ne déçoit pas. La science juive ne déçoit pas. Je suis convaincu que la science est capable de nous fournir les armes qui serviront la paix et dissuaderont nos ennemis. Fin de citation. 5 mois plus tard, la mort de Kennedy a libéré Israël de toute pression pour arrêter son programme nucléaire et de tout risque de publicité sur ce programme. John Marr. Cohn, le directeur de la CIA nommé par Kennedy pour l'informer sur le projet Dimona d'Israël, a démissionné en 1965, se plaignant du manque total d'intérêt de Johnson. Selon l'historien Stephen Green, peut-être que le développement le plus significatif de 1963 pour le programme d'armes nucléaires israélien a eu lieu le 22 novembre. Dans un avion volant de Dallas à Washington, D.C., Lyndon Johnson a prêté serment en tant que 36e président des États-Unis après l'assassinat de John F. Kennedy. La Maison-Blanche de Lyndon Johnson n'a vu aucun Dimona, n'a entendu aucun Dimona et n'a parlé d'aucun Dimona lorsque le réacteur est devenu critique au début de l'année 1964. Fin de citation. La détermination de Kennedy à faire avorter le projet Dimona d'Israël n'était qu'une partie du problème Kennedy. Kennedy s'était engagé auprès des chefs d'État arabes à soutenir la résolution 1994 de l'ONU pour le droit au retour des 800 000 réfugiés palestiniens expulsés en 1947-48. Pour la dernière fois, le 20 novembre 1963, la délégation des États-Unis aux Nations Unies a remis cette question à l'ordre du jour, provoquant une forte protestation dans les cercles israéliens. En plus de cela, dès le premier mois de sa présidence, Kennedy s'est comporté très chaleureusement envers Nasser, le pire ennemi d'Israël. L'historien Philippe Muhlenbeck écrit: alors que l'administration Eisenhower avait cherché à isoler Nasser et à réduire son influence en renforçant le roi Saoud d'Arabie Saoudite comme rival conservateur du président égyptien, l'administration Kennedy a poursuivi la stratégie exactement opposée. Après la mort de Kennedy, la politique étrangère américaine a de nouveau été inversée, sans que le public américain en soit conscient. Johnson a réduit l'aide économique à l'Égypte et a augmenté l'aide militaire à Israël, qui selon Stephen Green a atteint 92 millions de dollars en 1966, soit plus que le total de toutes les années précédentes combinées. Depuis 50 ans, la piste israélienne dans l'assassinat de Kennedy a été étouffée et quiconque ose la mentionner est immédiatement ostracisé. Néanmoins, le député américain Paul Findlay a écrit en mars 1992 dans le Washington Report on Middle East Affairs « Il est intéressant de noter que dans tous les mots écrits et prononcés sur l'assassinat de Kennedy, l'agence de renseignement israélienne, le Mossad, n'a jamais été mentionnée. » Fin de citation.
Un seul auteur a sérieusement enquêté sur cette piste, Michael Collins Piper, dans son livre de 1995, Final Judgment, The Missing Link in the JFK Assassination Conspiracy. Piper a été largement ignoré par le courant dominant du mouvement pour la vérité sur Kennedy, mais son travail a eu un fort impact. En 2013, dans sa préface à une collection de lettres de Kennedy, y compris celles adressées à Ben Gourion concernant Dimona, Martin Sandler écrit à propos du travail de Piper « De toutes les théories du complot, elle reste l'une des plus intrigantes. » Fin de citation. C'est en fait une théorie répandue dans les pays arabes. Le leader libyen Mouammar Kadhafi y croyait. Le 23 septembre 2009, Kadhafi a eu le courage de demander une nouvelle enquête in front of the General Assembly of the United Nations. Plusieurs enquêteurs ont identifié Lyndon Johnson comme le cerveau de l'assassinat de Kennedy. Il ne fait aucun doute que les comploteurs ont agi en sachant parfaitement que Johnson, qui a immédiatement pris la tête de l'État après la mort de Kennedy, les couvrirait. Le contexte de crise nationale a permis à Johnson d'intimider à la fois la justice et la presse tout en réalisant l'ambition de sa vie. Johnson n'a pas seulement bénéficié du complot, il a participé à son élaboration. En tant qu'ancien sénateur du Texas, il pouvait mobiliser des complices de haut rang à Dallas pour préparer l'embuscade. Johnson exerçait également un contrôle strict sur la marine, où il avait obtenu le privilège de nommer ses partenaires texans comme secrétaire de la marine, d'abord John Connally en 1961, puis Fred Court un an plus tard. La connexion de Johnson avec la marine est un aspect important de l'affaire, car c'est sous le contrôle des officiers de la marine que la fausse autopsie de Kennedy a été réalisée à Washington après que son corps ait été littéralement volé sous la menace d'une arme à l'hôpital Parkland à Dallas. Le rapport d'autopsie de l'hôpital de la marine indiquait que la balle fatale était entrée à l'arrière du crâne de Kennedy, en contradiction avec les témoignages unanimes du personnel de l'hôpital de Dallas. Contrairement à une croyance répandue mais erronée, Lee Harvey Oswald avait été recruté non pas par la CIA mais par la marine. Il était un marine, et en tant que marine, il avait travaillé pour le bureau du renseignement naval, ONI. Johnson avait en fait profité de ses connexions dans la marine pour participer à la plus grande corruption jamais enregistrée à cette époque. Son complice, Fred Court, a été contraint de démissionner de son poste de secrétaire à la marine en novembre 1963, seulement quelques semaines avant le coup d'État de Dallas. Après que le ministère de la Justice, dirigé par Robert Kennedy, l'ait impliqué dans une fraude impliquant un contrat de 7 milliards de dollars pour la construction de 1700 avions militaires TFX par General Dynamics, une entreprise texane. La secrétaire personnelle de Johnson, Bobby Baker, a été inculpée dans la même affaire et le scandale était sur le point d'éclater au visage de Johnson. En raison de ce scandale croissant et d'autres soupçons de corruption, Kennedy était déterminé à changer de vice-président pour sa prochaine campagne de réélection. Alors qu'il était à Dallas, la veille de la visite du président, Richard Nixon a rendu publique la rumeur du retrait de Johnson, comme l'a rapporté le Dallas Morning News le matin du 22 novembre. Au lieu de cela, Johnson est devenu président ce jour-là même. De nombreux Américains ont immédiatement soupçonné l'implication de Johnson dans le coup d'État de Dallas, et d'autant plus après la publication en 1964 d'un livre de James Evetts Halley, A Texan Look at Lyndon.
qui dépeignait Johnson comme un homme d'une ambition et d'une corruption sans limite. Selon son biographe, Robert Carroll, Johnson avait, je cite, « une soif de pouvoir si féroce et dévorante qu'aucune considération de moralité ou d'éthique, aucun coup pour lui-même ou pour quiconque ne pouvait y faire obstacle. » Robert Kennedy lui-même soupçonnait Johnson, qu'il avait toujours méprisé et en qui il n'avait jamais eu confiance. Il aurait dit « Johnson ment tout le temps. Je vous le dis simplement, il ment continuellement sur tout. Dans chaque conversation que j'ai avec lui, il ment. Comme je l'ai dit, il ment même quand il n'en a pas besoin. » Fin de citation. Au fil des années, une grande quantité de preuves et de témoignages ont été rassemblés contre Johnson dans le meurtre de John Kennedy. Les preuves incriminant Johnson ne conflit avec les preuves contre Israël. Les deux pistes convergent vers la personne de Jack Ruby. L'hypothèse selon laquelle Ruby a agi en connaissance de l'implication de Johnson est une explication probable pour certaines de ses déclarations étranges à la commission Warren. Il a insisté pour être amené à Washington pour parler directement à Johnson et a ajouté « Il y aura un certain événement tragique si vous ne prenez pas mon témoignage et ne me réhabilitez pas d'une manière ou d'une autre afin que mon peuple ne souffre pas à cause de ce que j'ai fait. » Fin de citation. Il a dit qu'il craignait que son acte soit utilisé, je cite, « pour créer quelques mensonges sur certains de la foi juive ». Fin de citation. Mais il a ajouté que, je cite, « peut-être que quelque chose peut être sauvé si notre président Lyndon Johnson connaissait la vérité de ma part ». Fin de citation. Ruby semblait avoir tenté d'envoyer un message à Johnson par l'intermédiaire de la commission, ou plutôt un avertissement qu'il pourrait révéler l'implication d'Israël si Johnson n'intervenait pas en sa faveur. Nous avons l'impression que Ruby s'attendait à ce que Johnson le fasse sortir de prison, tout comme en 1952. Johnson avait réussi à éviter la prison pour son tueur, Malcolm Wallace, bien qu'il ait été reconnu coupable de meurtre au premier degré, sur l'amant de la sœur de Johnson qui avait tenté de faire chanter Johnson. Pourtant, Johnson n'a rien fait pour sortir Ruby de prison et Ruby a été condamné à perpétuité. Le sentiment de trahison de Ruby explique pourquoi, en 1965, après avoir donné une brève conférence de presse, Ruby a implicitement accusé Johnson du meurtre de Kennedy. C'est salaud! La déclaration complète de Ruby à la commission Warren a été divulguée à la journaliste Dorothy Kilgallen et publiée dans le New York Journal American en août 1964. Kilgallen a également interviewé Jack Ruby et s'est vanté par la suite d'être sur le point de révéler la véritable histoire et de publier le plus grand scoop du siècle. Mais Kilgallen a été retrouvée morte d'une overdose de barbiturique et d'alcool le 8 novembre 1965. Quant à Ruby, il a été placé en isolement et il est mort en 1967, officiellement d'un cancer à propagation rapide. Jack Ruby n'est pas le seul élément reliant Johnson à Israël, loin de là. En vérité, Johnson avait toujours été l'homme d'Israël. Ses campagnes électorales avaient été financées depuis 1948 par le financier sioniste Abraham Feinberg, président de l'organisation de collecte de fonds Americans for Haggadah Incorporated et un financier clé du projet Dimona. C'est le même Abraham Feinberg qui, après les primaires démocrates en 1960, a fait la proposition suivante à Kennedy, comme Kennedy l'a lui-même rapporté à son ami Charles Bartlett. « Nous savons que votre campagne est en difficulté. Nous sommes prêts à payer vos factures si vous nous laissez contrôler votre politique au Moyen-Orient. » Ce sont également deux fervents partisans d'Israël, l'éditeur du Washington Post Philip Graham et son principal chroniqueur Joseph Alsop, qui ont finalement convaincu Kennedy de prendre Johnson comme colistier. Très probablement, ils ont fait chanter Kennedy avec des preuves de ses aventures adultères dont Edgar Hoover, un proche ami de Johnson, était bien informé. Selon Evelyn Lincoln, la secrétaire personnelle de Kennedy pendant 12 ans, je cite, « Jack savait que Hoover et LBJ allaient simplement remplir l'air de ses aventures avec des femmes. » Fin de citation. Quelle que soit la véritable nature du chantage, Kennedy s'est excusé une fois auprès de son assistant Hyman Raskin en disant « Vous savez, nous n'avions jamais envisagé Lyndon, mais je n'avais pas le choix. »
Ces salauds essayaient de me piéger. Ils m'ont menacé de problèmes et je n'ai pas besoin de plus de problèmes. Et c'est ainsi que John a été contraint de choisir Johnson comme vice-président par le réseau sioniste, malgré l'opposition farouche de son frère Robert. En 2013, Associated Press a rapporté la publication de nouvelles bandes du bureau de la Maison-Blanche de Johnson montrant la connexion personnelle et souvent émotive de LBJ avec Israël. Un article du Five Towns Jewish Times sous le titre « Notre premier président juif, Lyndon Johnson » développe ce point et, après avoir rappelé le soutien continu de Johnson aux Juifs et à Israël dans les années 40 et 50, puis son rôle dans l'élaboration de l'ONU pro-Israël, la résolution de l'ONU 242 en novembre 67 conclut « Le président Johnson a fermement orienté la politique américaine dans une direction pro-Israël. Dans un contexte historique, le pont aérien d'urgence américain vers Israël en 1973, le soutien diplomatique constant, l'assistance économique et militaire et les liens stratégiques entre les deux pays peuvent tous être attribués aux graines plantées par Lyndon B. Johnson. Fin de citation. L'article mentionne également que des recherches sur l'histoire personnelle de Johnson indiquent qu'il a hérité de sa famille son souci pour le peuple juif. Sa tante, Jessie Johnson Hatcher, une influence majeure sur Lyndon B. Johnson, était membre de l'Organisation sioniste d'Amérique. Dans une note supplémentaire, l'article indique « Les faits montrent que les deux arrière-grands-parents maternels de Lyndon Johnson étaient juifs ». La lignée des mères juives peut être retracée sur 3 générations dans l'arbre généalogique de Lyndon Johnson. Il ne fait guère de doute qu'il était juif. Fin de citation. La presse juive et israélienne fait parfois référence au judaïsme secret de Johnson et se souvient souvent avec gratitude de sa politique favorable à Israël. Quelle qu'ait été la raison de la loyauté de Johnson envers Israël, c'est un fait que grâce à Johnson, Israël a pu acquérir sa première bombe atomique entre 1965 et 67 et mettre en œuvre son plan d'annexion des territoires palestiniens au-delà des frontières du plan de partage des Nations Unies. En s'appuyant sur les faucons du Pentagone et de la CIA qui avaient été bridés par Kennedy, Johnson a intensifié la guerre froide et créé le climat de tension dont Israël avait besoin pour diaboliser le président égyptien Nasser et renforcer sa propre stature en tant qu'allié indispensable des États-Unis au Moyen-Orient. Pendant la guerre des 6 jours de 1967, Israël a réussi à tripler son territoire tout en créant l'illusion d'agir en légitime défense sous les applaudissements de la presse américaine. Le mensonge ne pouvait pas tromper les agences de renseignement américaines, mais Johnson avait donné le feu vert à l'attaque d'Israël et avait même autorisé James Angleton de la CIA à donner à Israël les positions précises des bases aériennes égyptiennes, ce qui a permis à Israël de les détruire en quelques heures seulement. 4 jours après le début de l'attaque israélienne, Nasser accepta la demande de cesser le feu du Conseil de sécurité de l'ONU. C'était trop tôt pour Israël, qui n'avait pas encore atteint tous ses objectifs en termes de conquête. C'est alors que, le 8 juin, Israël attaqua l'USS Liberty, un navire espion non armé de la NSA stationné dans les eaux internationales au large du Sinaï. Il largue du napalm et mitraille ses ponts avec des roquettes, des tirs de canon et des obus perforants avant d'essayer de le couler avec des torpilles. Nous n'avions aucun moyen de nous défendre et c'était juste, nous sommes juste des proies. Le navire a été bombardé, mitraillé et torpillé pendant 75 minutes par des avions Mirage israéliens et 3 vedettes lance-torpilles, tandis que Johnson, depuis la Maison-Blanche, intervenait pour interdire à la 6e flotte voisine de le secourir. Même les canaux de sauvetage ont été mitraillés. L'attaque aurait été imputée à l'Égypte si elle avait réussi, c'est-à-dire si le navire avait coulé et son équipage avait été exterminé. L'opération aurait alors donné à Johnson un prétexte pour intervenir aux côtés d'Israël contre l'Égypte. Mais cela a échoué. L'affaire de l'USS Liberty a été étouffée par une commission d'enquête dirigée par l'amiral John Sidley McCain II, père de John McCain III, qui a récemment soutenu les terroristes de l'État islamique contre la Syrie. Tout le monde dans l'équipe de sécurité nationale a recommandé d'armer l'État islamique.
Johnson a accepté l'explication fallacieuse d'Israël concernant l'erreur de ciblage. De plus, Johnson a récompensé Israël en levant l'embargo sur l'équipement militaire offensif. Des chars et avions fabriqués aux États-Unis ont immédiatement il a afflué vers Tel Aviv. Cette attaque sous faux drapeau raté est la preuve de la complicité secrète de Johnson avec Israël, impliquant une haute trahison contre son propre pays. Beaucoup des amis et conseillers les plus proches de Johnson étaient pro-israéliens et ils rapportaient chacun de ces mouvements à Tel Aviv. L'histoire israélienne changeait constamment pour contrer chaque nouvelle information reçue par la Maison-Blanche. Les communications étaient si sensibles que les Israéliens utilisaient des noms de code pour protéger l'identité de leurs agents à la Maison-Blanche. Mais pour la première fois, les membres du réseau peuvent être nommés. Hamlet était un collecteur de fonds d'1 million de dollars pour les démocrates. Quand il appelait, Johnson prenait ses appels. Il s'agissait d'Abe Feinberg. Menache était Arthur Goldberg, l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies. Harar était David Ginsburg, un avocat de Washington de haut niveau qui représentait également l'ambassade israélienne. Elan était le juge de la Cour suprême Abe Fortas. Lyndon Johnson a dîné avec lui à la veille de la guerre des 6 jours. La stratégie a fonctionné. La relation américano-israélienne s'est avérée plus forte que le meurtre et les blessures de plus de 200 Américains. En conclusion, outre le fait que John et Robert étaient frères, leurs assassinats ont au moins 2 points communs, Johnson et Israël. Premièrement, leurs morts sont précisément encadrées par la présidence de Johnson, qui a également été marquée par d'autres assassinats politiques, comme celui de Martin Luther King. Johnson contrôlait les 2 enquêtes sur les meurtres de John et Robert. Deuxièmement, dans les 2 cas, l'élément central qui contredit la version officielle suggère fortement l'implication de l'État profond israélien. Dans le cas de Robert, c'est le choix du bouc émissaire manipulé qui était évidemment destiné à déguiser l'assassinat de Robert en un acte de haine contre Israël. Dans le cas de John, c'est l'identité de l'homme chargé de tuer le bouc émissaire, un gangster juif lié à l'Irgun. Ces 2 éléments communs dans les assassinats des Kennedy, Johnson et Israël sont eux-mêmes étroitement liés parce que Johnson était un homme agissant pour Israël, tout comme Ruby, bien que à un niveau supérieur. Les preuves de la loyauté secrète de Johnson envers Israël incluent sa haute trahison dans l'affaire de l'USS Liberty. Le lien de causalité entre les 2 assassinats devient alors clair. Même si Robert avait été pro-Israël, ce qu'il n'était pas, Israël et Johnson auraient eu une raison impérieuse de l'éliminer avant qu'il n'accède à la Maison-Blanche et ne rouvre l'enquête sur la mort de son frère. Pour résoudre le mystère de l'assassinat de John Kennedy, nous devons simplement examiner les 2 autres assassinats qui y sont liés. D'une part, l'assassinat d'Oswald, l'homme dont le procès aurait pu révéler les véritables comploteurs, et d'autre part, l'assassinat de Robert Kennedy, l'homme qui aurait rouvert l'affaire s'il avait atteint la Maison-Blanche. Et ces 2 assassinats portent la signature de l'État profond israélien. Les assassinats des Kennedy obsèdent la psyché américaine et corrompent son caractère. Le sentiment d'une terrible vérité cachée par le gouvernement rend l'Amérique profondément névrosée, comme un secret de famille refoulé affectant toute la personnalité. Ce mensonge enfoui dans l'état profond a rendu les Américains vulnérables à d'autres mensonges. Tout comme tout mensonge crée une prédisposition à de nouveaux mensonges, et même le besoin de plus de mensonges pour le couvrir. Ayant sombré de plus en plus sous le contrôle d'Israël, l'Amérique est maintenant moralement corrompue et hantée par ses propres mensonges. Inversement, exposer un mensonge fera tomber les autres un par un. Cela explique pourquoi il y a encore aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard, une détermination de la direction corrompue contrôlée par les sionistes américains à garder la vérité cachée. C'est aussi pourquoi dévoiler la vérité sur les assassinats de Kennedy est si crucial et mènera inévitablement à dévoiler la vérité sur le 11 septembre et à une nouvelle prise de conscience des autres mensonges par lesquels les États-Unis et le monde ont été entraînés dans des guerres contre les ennemis d'Israël.
Carl Jung, le psychologue de l'inconscient collectif, a dit que le caractère mythique d'une vie exprime qu'elle a une signification historique. La vie et la mort des Kennedy ont une dimension si mythique. La dynastie Kennedy incarnait la racine et les branches irlandaises catholiques du peuple américain, avec tout ce que cela représente en termes d'antagonisme envers le puritanisme anglais, la branche la plus judaïsée du christianisme. Cet antagonisme remonte aux martyrs de l'Irlande sous l'oppression britannique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la République d'Irlande est restée neutre, refusant de s'allier aux Britanniques. Joseph Kennedy était alors une figure de proue de l'isolationnisme. Comme Charles Lindbergh, il croyait que les Juifs riches poussaient l'administration Roosevelt à une guerre totale contre l'Allemagne. Après la guerre, une augmentation de l'influence culturelle juive et un déclin de la voix catholique irlandaise pouvaient être observés. Dans ce contexte, la présidence de John Kennedy était, dans la psyché collective et le destin des États-Unis, d'une grande signification spirituelle. Cette signification métahistorique des Kennedy n'a pas échappé aux Juifs sionistes habités par le projet géopolitique suprémaciste de leurs anciennes écritures et plaçant tous leurs espoirs dans leur capacité à influencer la politique étrangère des États-Unis en faveur d'Israël. Il y a dans la tragédie Kennedy un sens providentiel. C'est pourquoi la lumière sur cette affaire marquera le début de la fin du contrôle mental exercé par le mouvement sioniste sur l'Amérique et l'Occident en général. Un jour, espérons-le, les frères Kennedy recevront aux États-Unis la reconnaissance nationale qu'ils méritent en tant que héros et martyrs dans la lutte contre le crime mondial d'Israël. Le fils du président Kennedy, John Kennedy Jr., incarnait le mythe Kennedy dans le cœur de tous les Américains. La voie semblait tracée pour qu'il devienne président un jour. Il est mort le 16 juillet 1999 avec sa femme enceinte et sa belle-sœur lorsque son avion privé a soudainement et mystérieusement piqué dans l'océan quelques secondes après avoir annoncé son approche à l'aéroport de Martha's Vineyard. John Jr. est littéralement né avec la présidence Kennedy. Dès sa naissance, il a été sous les feux des projecteurs nationaux. Alors que les Américains le voyaient grandir à la Maison-Blanche, ils ont développé une forte affection pour lui. L'image emblématique du petit John saluant le cercueil de son père le jour de son 3e anniversaire a encapsulé le chagrin d'une nation et a imprimé dans l'esprit de millions d'Américains le rêve de le voir un jour reprendre le bureau ovale. Car dans la psyché collective américaine, les Kennedy représentaient la royauté et JFK Jr. était l'héritier légitime du trône. En 1995, John a lancé son magazine politique, George. Sous une apparence de superficialité, il abordait des questions controversées de politique profonde qui reflétaient l'intérêt de John pour les théories du complot. Par exemple, en décembre 1996, George était le seul magazine grand public à explorer les incohérences du rapport officiel sur l'explosion du vol TWA 800 peu après avoir quitté JFK International le 17 juillet 1996. Le Conseil national de la sécurité des transports a affirmé qu'il s'agissait d'un accident, bien que 375 témoins aient vu 1 ou 2 objets lumineux frapper l'avion, beaucoup d'entre eux croyant qu'il s'agissait d'un missile.
Les services de renseignement israéliens avaient en fait essayé de rejeter la faute sur un missile iranien, mais certains enquêteurs pensaient qu'il s'agissait en réalité d'une attaque sous faux drapeau israélienne ratée, conçue pour forcer les États-Unis à riposter contre l'Iran. En mars 1997, George a publié un article de la mère de Yigal Amir, l'homme condamné pour l'assassinat du premier ministre israélien Yitzhak Rabin, affirmant que son fils avait été manipulé par des agents de l'État profond israélien. En octobre 1998, John Kennedy Jr. a publié un numéro spécial sur les théories du complot du magazine George qui comprenait un article du réalisateur Oliver Stone. Selon les témoignages de ses amis, John Jr. était hanté par la mort de son père et connaissait bien les enquêtes indépendantes à ce sujet. À l'âge de 39 ans, John préparait son entrée en politique et il était sur le point de l'annoncer publiquement. Il avait également exprimé à son ami son ambition de viser finalement la présidence. Tout en essayant de le protéger de la célébrité, sa mère, Jackie, l'avait élevé dans le culte de son père et dans l'idée de sa propre destinée présidentielle. Selon ses biographes, en 1999, John avait décidé de lancer sa carrière politique. Étant donné sa personnalité et son immense popularité, il avait de grandes chances d'accéder à la présidence en moins de 20 ans. John Jr. aurait commencé sa carrière politique à New York, la ville qu'il aimait et qu'il aimait. Selon certains de ses amis, il aurait visé le poste de gouverneur en 2003. Selon d'autres, il avait décidé de se présenter pour le siège du Sénat de New York en 2000. C'est le siège que son oncle Bobby avait occupé de 1964 à 1968 et que Daniel Moynihan, un ancien assistant du président Kennedy, allait laisser vacant en 2000. Les chances de John étaient grandes. Selon son biographe, Christopher Anderson, le plan de John interférait avec celui d'Hillary Clinton. Les Clinton, qui devaient quitter la Maison-Blanche en janvier 2001, venaient d'acheter une maison dans l'État de New York. Et Hillary se préparait à se présenter au Sénat comme tremplin pour son propre avenir présidentiel. Hillary n'avait jamais résidé dans l'État de New York auparavant, et ses chances de battre John Jr. étaient très faibles. La mort de John lui a permis de remporter le siège. L'État profond criminel sioniste américain a-t-il perçu le danger que représentait John Jr. dès qu'il a commencé sa carrière politique? De nombreux éléments suggèrent que sa mort n'avait pas été un accident. Plusieurs témoins ont témoigné avoir entendu ou vu son avion exploser. Sa chute soudaine et abrupte ne peut pas être expliquée comme une erreur de pilotage, comme l'affirme le rapport officiel. Sur l'ordre du président Clinton, les missions de sauvetage et de récupération ont été menées sous des conditions de sécurité nationale par la marine et l'enquête a été supervisée par les mêmes personnes du Conseil national de la sécurité des transports qui avaient falsifié l'enquête sur TWA 800. Une fois les corps récupérés, aucune autopsie n'a été réalisée. Ils ont été incinérés et leurs cendres dispersées en mer lors d'une cérémonie de la marine. Bien que cela ne soit pas dans la tradition des deux familles, John aurait certainement souhaité être enterré aux côtés de son père et de sa mère.